Iwai Shunji est un cinéaste et écrivain qui a marqué une génération de cinéastes, mais également la pop culture japonaise, voire asiatique. Le cinéma de Iwai Shunji est un cinéma de l'instabilité. C'est un cinéma qui nous montre et nous narre des changements d'état. C'est donc un art éternellement adolescent, entre préciosité et mélancolie. La préciosité est un mouvement esthétique français, apparu au XVIIe siècle. Elle se manifeste surtout dans la littérature, et se caractérise par l'attention que l'on porte aux manières, aux détails, au langage. C'est une esthétique qui, parce qu'elle se base sur la délicatesse, le discours amoureux, l'extrême subtilité, l'épure et l'idéalisation, est historiquement rattachée aux femmes. Ou du moins, à la vision littéraire de l'expression amoureuse féminine. La mélancolie traverse l'histoire de l'art, et donc du cinéma, pour investir naturellement le cinéma d'Iwai, pour lui donner son équilibre formidable. Ainsi, les précieuses mélancoliques du cinéaste sont les adolescentes japonaises, et les jeunes femmes japonaises, dont il dépeint des portraits aussi intimes et justes que fantasmés et grandiloquents. On retrouve par exemple l'archétype de la jeune étudiante rêveuse dans April Story, autant que la marginale charismatique et tatouée dans son film cyberpunk Swallowtail and Butterfly. L'influence du cinéma d'Iwai dans la pop culture asiatique est immense. Ses œuvres, aussi bien longues que courtes, sont devenues des monuments auxquels se réfèrent aussi bien les jeunes artistes coréens que les collégiennes chinoises. Iwai Shunji, à travers sa filmographie, a construit un pan entier de l'imaginaire pop contemporain, alors même que ses films semblent introuvables en Occident. Revenons ainsi sur l'une des filmographies les plus importantes, avant-gardistes et fascinantes de notre temps. Il y a au cœur de la démarche cinématographique d'Iwai une volonté de capter la puissance dévastatrice des émotions pures, à travers l'attention qu'il porte à l'adolescence, une période où la sensibilité exacerbée rend chaque expérience presque épiphanique. Cette période lui permet de broder son esthétique de la préciosité, en mettant en scène la candeur et la naïveté des jeunes filles dans Anna et Alice par exemple, où chaque petit événement pourrait avoir des conséquences inattendues, tant les filles semblent baigner dans une existence onirique, propre à leurs conditions. Anna et Alice est l'œuvre de l'union idéale entre imaginaire salvateur et quotidien, qui peut être enfin bienveillant. Alors que la nostalgie ou la frustration guidait les romances inabouties des œuvres précédentes, Iwai joue ici d'un imaginaire en construction, en prise directe avec la vie de ses héroïnes, qui construisent un passé fantasmé par subterfuge, tout en déconstruisant leur présent pour séduire un garçon. C'est le second tournage en caméra numérique pour le cinéaste, qui forme une nouvelle texture faisant basculer la nostalgie de Love Letter et April Story vers la crudité plus immédiate de Lily Chouchou. La balade sur la plage du trio passe ainsi par ce voile esthétique du souvenir factice, avant qu'un rebondissement mette au grand jour la rivalité amoureuse des deux amis, et que l'image se fasse plus crue, la mise en scène plus heurtée. Le vaudeville adolescent fonctionne à plein régime, laissant progressivement s'immiscer la mélancolie si chère à Iwai. L'onirisme et la rêverie s'invitent par les images mentales ou la majesté des décors durant le récit, pour enfin s'épanouir dans un pur moment de grâce finale. L'accomplissement passe par une scène de ballet envoûtante, où Iwai ne distingue plus imaginaire et réalité, où l'épanouissement convoque cette imagerie numérique qui forme un tout entre espérance et réalisation. L'héroïne de Picnic, elle, est séparée du monde extérieur par les murs de l'hôpital psychiatrique où elle est internée. Cet extérieur est donc un lieu qu'on observe de loin, ou plutôt de haut, avec cette rambarde de murs où déambulent nos fous, à la fois suffisamment proches pour regarder la vie suivre son cours, mais assez loin pour ne pas avoir à y participer. La métaphore du mur signifie donc cet impossible retour à la vie, les voyant s'évader de l'asile pour traverser d'amples paysages, peuplés comme déserts, sans s'y mêler. Les rares fois où ils consentent à en descendre, il n'y a que l'horreur, à l'image de leur expérience du monde réel, et rend impossible de se raccrocher à la normalité. L'adolescence permet également une radicalité formelle qui s'accorde aux paysages mentaux des personnages. Dans All About Lily Chouchou, les images d'écran d'ordinateur et les bruits de clavier se confondent avec la mise en scène du quotidien des adolescents. Il met déjà en scène la porosité de la dichotomie entre virtuel et réel qu'a amené Internet dans le quotidien, surtout celui des adolescents. Ainsi, il met en évidence de manière ponctuelle les sensations particulières de l'état intermédiaire qu'il dépeint. Le souvenir heureux ne se capture plus dans une esthétique onirique, mais dans la crudité de l'image vidéo, anticipant le souvenir numérique brut de l'ère des smartphones. Les cadrages claustrophobes et flottants traduisent la confusion de personnes mal dans leur peau, tandis que la photo se fait plus crue. Iwai a en amont et au cœur même du film anticipé l'importance d'Internet en échappatoire autant que prison pour les adolescents torturés. La narration fragmentée dans sa temporalité et ses canaux de communication s'adapte au mode d'expression 2.0, alternant vrais échanges en ligne qu'il entrecoupe aux péripéties du film,
avec comme fil rouge l'obsession pour la pop star Lily Chou, qui est inspirée de Fei Wong et Shinya Ringo, et sa musique réparatrice des souffrances du quotidien. Le repli sur soi et l'aliénation avec le tueur mutique de Fried Dragonfish, interprété par Asano Tadanobu, ou la vie à la troisième personne, de l'héroïne de Bride for Rip Van Winkle, font aussi partie du spectre de l'adolescence précieuse selon le cinéaste. Mais ce qui est le plus représentatif de la préciosité qui habite le cinéma d'Iwai, c'est son traitement de la lumière et de la photographie avec son collaborateur, le directeur photo Shinoda Noboru. Ils ont puisé dans le travail de photographes comme David Hamilton, dans la peinture romantique, dans les compositions de Douglas Sirk et dans l'esthétique Shibumi. C'est comme si la musique de Debussy devenait image, comme si l'éther en tant que matière mythique animait les images. L'œuvre phare qui célèbre la maîtrise technique et esthétique d'Iwai est Love Letter, dont les compositions et la photographie inspirent jusqu'à aujourd'hui les créateurs de tous bords en Asie. Love Letter offre un délicat équilibre avec son flashback autour d'un disparu qui ravive ou apaise les douleurs de ses héroïnes, qu'elles soient à vif comme en deuil, ou enfouies dans un traumatisme familial. Cette dichotomie passe par la manière de toujours séparer les deux héroïnes dans l'espace du récit où elles ne se rencontreront jamais, mais aussi dans l'esthétique de leur environnement respectif. Le réalisateur oblige ainsi celle fuyant le réel terne à s'y maintenir, et force le voyage dans le passé de celle qui l'avait occulté. La photo de Shinoda en joue habilement, accentuant les environnements immaculés, diaphanes et enneigés, quand l'endeuillé s'enfonce dans la mélancolie. Ce réel devient à l'inverse plus vaporeux et éthéré, quand le personnage plus terre-à-terre accepte de s'abandonner à la rêverie, notamment dans les flashbacks. Incarnées par la même actrice, les deux jeunes femmes sont les miroirs d'une même pièce, celle des heurts et bonheurs entretenus et occultés de ce moment sensible qu'est l'adolescence. Le fil rouge du héros masculin disparu en flashback enchante ainsi par son charme suranné et ses idées romanesques, comme cette déclaration d'amour via une fiche de bibliothèque. La candeur du shoujo et du shonen romantique, une des premières aspirations d'Iwai étant d'être mangaka, se conjugue au dépit d'un timide amoureux qui ne s'en est pas remis à l'âge adulte. La beauté précieuse que met en scène le cinéaste japonais nous plonge dans un espace-temps onirique où tout semble pourtant fatalement éphémère, vaporeux. Ce caractère insaisissable, mais pourtant incisif, révèle l'autre versant de ce cinéma, l'indicible mélancolie de la finitude. Cette mélancolie est toujours présente dans les œuvres d'Iwai. Parfois, elle en est même le sujet, comme dans Picnic ou Undo. Même dans les rêveries adolescentes, elles réintroduisent la gravité propre à l'impermanence de l'adolescence. Elle sert parfois de fil conducteur émotionnel pour dépeindre les travers du Japon contemporain dans A Bride for Rip Van Winkle. Elle provoque également des audaces formelles de la part du cinéaste, comme les fils de Undo, qui évoquent autant le shibari, dans son étreinte physique, qu'une métaphore de la dépression, donc une étreinte psychique. Parfois, ce sont des moments suspendus qui nous entraînent dans une introspection instantanée, dont seul Iwai a le secret. La scène du tatouage et le flashback expérimental, dans Swallowtail et Butterfly, nous plongent dans les troubles qui rongent l'héroïne mutique. Les moyens du cinéma réparent l'échec de la réalité. Dans Fireworks, on nous propose de faire l'expérience des deux choix possibles du dilemme auquel est confronté son jeune protagoniste. Ainsi, le montage vient recomposer le monde et nous donne à voir ce qui a eu lieu et ce qui aurait pu avoir lieu, sans décider de ce qui est vraiment. C'est justement cette incertitude constante que travaille le cinéaste. Si dans l'expérience du réel nous ne pouvons pas savoir ce que nous ratons, le cinéma d'Iwai nous donne à faire l'expérience du monde où l'on investit les possibles. Fireworks en offre un pendant brut et immédiat, avec ses préadolescents, s'aimant dans la frustration des regards à la dérobée, de l'immaturité rendant incapable d'exprimer son ressenti. Iwai joue d'un what if, oscillant entre le monde de l'enfance, avec l'énigme à résoudre sur les feux d'artifice, et celle plus mystérieuse, du rapprochement amoureux, qui amorce l'entrée dans l'adolescence. Légèreté, rire futile et odyssée en miniature sont de mise pour l'aventure enfantine, tandis que les silences complices et délicats, premiers élans érotiques, transparaissent de la romance juvénile, où là, le style d'Iwai s'épanouit pleinement, notamment le charme suspendu de la scène nocturne de la piscine. L'esthétique du film traduit à la fois le début et la fin de quelque chose. L'atmosphère ensoleillée revêt une tonalité de fin d'été. La camaraderie, totalement innocente des garçons, s'achève avec cet intérêt pour le sexe féminin, et l'on sait que l'amourette naissante n'aura malheureusement pas de suite. L'ensemble de ces émotions contrastées culmine donc lors du fameux feu d'artifice qui résout la grande question.
et lorsque ces lumières s'estompent, exprime cette idée de fin d'enfance. April Story constitue un digeste lumineux et positif à ce motif. Si le deuil ou l'inconsistance enfantine se mêlent à la détresse de cet amour étouffé dans Love Letter et Fireworks, c'est le déracinement et la solitude qui nous y emmènent dans April Story. Avril est le mois de rentrée au Japon, et celui où l'héroïne va donc entrer en faculté, cette symbolique articulant une fois de plus le début et la fin que signifie le rapport d'Iwai à l'adolescence. Les étapes de cette nouvelle vie autonome dans la vie universitaire et du quotidien tokyoïte forment des situations réalistes, dont Iwai offre un contrepoint dans l'atmosphère éthérée du récit. Dans une autre dimension, le téléfilm Ghost Soup est un conte de Noël japonais, ce qui est déjà une reconfiguration du monde, qui nous montre comment un homme moderne doit faire la paix avec les fantômes du Japon pour trouver lui-même la paix dans la modernité. En reconnaissant et en aidant des fantômes de la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont plus de place dans notre monde, Iwai met naïvement en scène le lien nécessaire des générations. La candeur de l'ensemble du téléfilm est à l'image de sa filmographie, où les corps se complaisent dans la solitude jusqu'à ce que la violence du monde les oblige à comprendre la nécessité des liens. Cette imprégnation du réel passe par le lien aux autres, qui existe à la fois comme utopie et comme source de tourment chez le cinéaste. Le futur, au contour aussi réaliste qu'extravagant de Swallowtail and Butterfly, est ainsi l'écrin d'un conte moderne, où tous les maux de notre société actuelle, migrants ou précarité, sont anticipés, tout en étant surmontés par la communauté melting pot et la famille de substitution que se façonnent les protagonistes dans l'adversité. Iwai abandonne sa ligne claire habituelle, pour une esthétique chargée, à l'inspiration culturelle multiple, évoquant autant la Chine sous implantation du 19e que les mégalopoles futuristes grouillantes à la Blade Runner. L'épure intimiste et contemplative habituelle laisse place à l'identité formelle bariolée, qui convoque films de yakuza déjantés, de gangs américains, polars hongkongais et une inspiration sud-américaine dans les tenues folkloriques des malfrats. Nous voguons dans le conte moderne, où la violence peut se faire outrancière, grandiloquente, entre le risible et le tragique, dans une imagerie baroque. Les entraves à cette liberté d'être sont avant tout mentales dans Picnic, où il est toujours question, pour les personnages, de se reconnecter au monde, pour s'épanouir pleinement. En oscillant entre la bile et les précieuses rêveries, le cinéma d'Iwai Shunji explore les maux de la modernité japonaise à travers la sensibilité adolescente. C'est un des cinéastes japonais majeurs des années 90. Il prolonge l'héritage d'un Shinji Somai par son regard délicat sur l'adolescence, tout en annonçant les atmosphères suspendues de Makoto Shinkai ou Yamada Naoko, par la stylisation qu'il confère aux émotions à fleur de peau de cet âge difficile. L'adolescence est pour Iwai Shunji le moment où se construit, par les espoirs et déceptions, l'adulte à venir. Il nous propose donc de nous perdre dans les souffrances et les espoirs de ces personnages qui, par leur justesse, deviennent universels.今年は兄弟揃って京都へ花見に行けへんな。